Européenne et vous trouvez un plan qui a été établi en mai 2019. Donc personne n'avait jamais entendu parler de pandémie de coronavirus. C'est en mai 2019 où il est écrit que la période 2019-2021 doit être celle de la mise en place du passeport vaccinal, qui est en fait la mise en place de l'identité numérique. En fait, tout ça est lié. Oui, en fait, on peut parler de la question sanitaire comme d'une sorte d'adjuvant, de vecteur d'autres agendas. Comme je le disais tout à l'heure, rappelant les paroles de Jacques Attali, c'est-à-dire que la question sanitaire, c'est une question à laquelle les gens sont très sensibles, les populations sont très sensibles, c'est d'ailleurs pourquoi on a vu une telle discipline dans le monde entier sur cette question du masque, des distanciations antisociales, des confinements et des couvre-feux. C'est parce que les gens sont très sensibles, très apeurés, même on peut parler de peur, sur la question sanitaire, et l'oligarchie le sait bien, et elle s'est servie de ça comme d'un adjuvant. Sur Internet, on trouve des dizaines de vidéos complotistes sur Jacques Attali. Je voulais que je vous dise, un comploteur, complot de quoi? Quel complot? Pour comploter, il faut qu'il y ait des comploteurs, donc on va compléter tout seul dans son coin. Hein. Moi, quand j'écris mon livre, c'est moins efficace. Donc il faudrait qu'on dise avec qui j'ai comploté, pour faire quoi? Pour prendre le pouvoir, pour détruire l'espèce humaine. Enfin, La deuxième pulsion fondamentale de l'être humain, c'est la maîtrise du temps. Non pas de l'espace, mais du temps. Et nous voulons non seulement être libres, mais nous voulons être immortels. Les objets sont immortels, ou presque. Nous sommes mortels. L'eau est immortelle, qui nous compose. Nous sommes mortels. Et donc, dans notre fantasme absolu, nous voulons progressivement nous transformer en artefacts. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, progressivement. L'artificialisation de l'être humain, qui commence par des choses très prosaïques. On peut dire que le coitus interruptus, c'est le début de l'artificialisation, puisque c'est la prise de conscience de ce qu'il faut faire pour maîtriser les naissances, jusque l'intelligence artificielle inscrite dans les prothèses et les robots, va nous transformer progressivement en être artificiel et en objet. Donc, le fantasme absolu, la pulsion de l'histoire longue, très longue, c'est de transformer l'être humain en un objet nomade, en une pierre lancée dans l'univers. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. De plus en plus, l'homme sera en situation d'acheter des copies de lui-même, des organes artificiels, des machines qui lui permettront et de se soigner et de remplacer les parties de son corps. Et les fantasmes absolus de la science-fiction sont en train de se réaliser. Nous aurons très très bientôt des machines qui permettront à chacun d'entre nous de surveiller sa tension artérielle, sa tension cardiaque, son état d'esprit, son niveau d'équilibre mental, sans aller demain, mais certainement après-demain, jusqu'à des remplacements du corps lui-même, pancréas artificiel, prothèses de toute nature, organes artificiels de toute nature, qui sont en voie de se constituer et qui font de l'homme une sorte d'objet de consommation pour l'homme lui-même, comme l'est aujourd'hui l'automobile ou la télévision. L'homme achètera l'homme lui-même, comme il achète toute autre chose aujourd'hui. Alors si je comprends bien, vous croyez à la vieille prédiction des auteurs de science-fiction, le cyborg, un homme au fond qui pourrait s'allier à la machine pour perpétuer sa propre durée. D'une certaine façon, oui, l'homme sera en situation de surveiller lui-même en permanence pour créer une sorte d'humanité absolue où la mort aura complètement changé de sens, où la vie aura changé de sens et où l'homme sera de plus en plus normalisé comme une machine peut l'être. Alors nous allons... Oui. On aura demain aux États-Unis ou en Europe une carte comme ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire,
les maladies auxquelles vous êtes prédisposé qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire, une sorte de machine de normalisation personnelle. Alors, tout cela, Jacques Attali, aurait donc, selon vous, pour conséquence de changer le sens de la mort? Ça fait partie de cette recherche de bouc émissaire qui est très ancienne. En plus, je suis juif, donc ça participe des fantasmes collectifs. J'ai 38 ans, je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme durant ma petite vie. Je n'ai pas souvenir d'un président lèche-botte comme ça, d'associations racistes, il faut appeler les choses par leur nom, comme le CRIF ou la LICRA, qui disent protéger, voilà, ils seraient là pour protéger la population juive de France. Moi, je me considère comme un juif du quotidien. Dans les numéros 436 et 437 de Faits et Documents, on peut lire que Jacques Attali est, je cite, membre de la LICRA. Il considère la diaspora comme la condition de survie d'Israël. Tribune juive du 8 novembre 1994 et 31 janvier 2002. Récemment, la LICRA a porté plainte contre Éric Zemmour pour contestation de crimes contre l'humanité, parce qu'il a rappelé la véracité de l'histoire de France en disant que le maréchal Pétain avait protégé les juifs français. Je rappelle qu'Éric Zemmour est juif. La LICRA, censée défendre les juifs, attaque un juif, en gros, pour antisémitisme. La LICRA, plus antisémite que ça, tu meurs. Hold Up. Film complotiste qui dure près de 3 heures sur la gestion de la crise sanitaire notamment. Un boulevard pour exprimer des théories complotistes comme sur les vaccins. La liste est longue. Libération, qui a fait sa une vendredi sur le documentaire, ou encore Le Monde, ont fait ce travail de vérification. Et avant eux, plusieurs journalistes et chercheurs sur Twitter, comme Tristan Mendes France. Ce n'est qu'un exemple. À un moment, il faut rétablir un certain équilibre entre les professionnels de l'information, qui sont tenus à un certain nombre d'obligations, y compris légales, lorsqu'ils informent le public, et des gens qui sont des entrepreneurs de politisation conspirationniste, des falsificateurs réellement, et qui ne sont jamais comptable de ce qu'ils diffusent dans l'espace public. À un moment, cette asymétrie-là, il faudra qu'on la règle, peut-être par la loi. Il existe dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse un article qui pénalise les fausses informations lorsqu'elles auront été simplement susceptibles de troubler l'ordre public. Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, qui se consacre à l'information sur le phénomène conspirationniste, le négationnisme et leurs manifestations actuelles. Dans l'article Chasseurs de conspi du Monde diplomatique d'avril 2018, on peut lire que Rudi Reichstadt se présente comme un politologue de formation, directeur de l'Observatoire du conspirationnisme, qu'il est mis à l'honneur par le ministère de l'Éducation nationale pour son travail de, je cite, déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes. Célébré par Caroline Forest comme un éclaireur, il s'impose dans les médias en tant qu'expert est théorie du complot. Alors justement, pour essayer de comprendre comment dissocier les vrais complots des faux complots, parce que néanmoins des vrais complots, il y en a. Alors est-ce que tu serais d'accord avec moi, Rudy, pour dire que par exemple l'assassinat de Salvador Allende, le 11 septembre 1973, certains vont y voir la preuve d'un complot en liaison avec le 11 septembre 2001, mais l'assassinat d'Allende, ça c'est un complot. Oui, c'est un coup d'État, donc c'est un complot, évidemment, oui, il n'y a aucun doute. Dans l'article du Monde du 7 janvier 2014, on peut lire que la Cour suprême du Chili a conclu au suicide de Salvador Allende et met un terme aux théories de l'assassinat. La thèse du complot putschiste est écartée. Des experts médicaux chiliens concluaient au suicide. En septembre 2012, une cour d'appel avait validé le rapport du juge Mario Carrozza, accréditant lui aussi la théorie du suicide. L'expert est théorie du complot se permet de se pavaner sur les plateaux TV pour traiter Hold Up et tous les Français qui se posent des questions de bon sens d'être des complotistes, or que lui-même, il diffuse des fake news sur la mort d'Allende. Le Monde diplomatique poursuit son article par, je cite, Rudi Reichstadt n'a pourtant rien d'un chercheur, et son site relève davantage du blog collectif que d'un quelconque observatoire. Une question s'impose, par qui est financé cet expert est théorie du complot? Rudi Reichstadt, plus complotiste que ça, tu meurs. Ça, je veux quand même dire que ce documentaire n'aurait jamais pu, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux pour donner une viralité qui permet à des productions marginales en ligne de dépasser le cercle naturel de leur audience, qui devrait être quelques dizaines de milliers d'énervés en ligne, et qui va
projeter, donner une puissance et une visibilité qui va au-delà de la réalité de ce que représente, encore une fois, l'audience naturelle de ce type de documentaire. Vous enlevez les réseaux sociaux, vous n'avez pas ce phénomène. Deuxième chose, ce documentaire a été financé grâce aux plateformes de financement participatif. Sans ces plateformes de financement, on n'aurait pas eu un produit aussi bien léché, aussi de qualité, qui singe d'ailleurs, il faut bien regarder un peu la forme, qui singe les codes télévisuels, et qui apporte une sorte de crédibilité. Une plateforme qui a tout de même réuni plus de 200 000 euros, alors qu'il était demandé à l'origine sur le crowdfunding que 20 000 euros. Comment est-ce qu'on explique ces résultats impressionnants ? C'est tout l'écosystème des réseaux sociaux. D'abord, il y a une base, pour qu'on comprenne bien comment est apparu ce documentaire, il y a d'abord une base militante qui a créé une certaine viralité au sein de communautés militantes, qui ont invité tout le monde à venir participer, d'abord à partager et à venir payer. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils ont levé déjà 200 000 euros sur l'une des plateformes, mais qu'ils en sont aujourd'hui, grâce à la plateforme Tipeee, à lever, écoutez-moi bien, plus de 125 000 euros par mois. Donc dans les mois qui viennent, c'est vraiment le jackpot, ce projet, qui est un projet idéologique et politique, va réussir à devenir non seulement pérenne, mais va probablement poursuivre dans leur production, et il y aura probablement un hold-up 2. Effectivement, Hold Up 2 sort le 15 février 2021. Tristan Mendes France, alias TMF, ne pouvait pas si bien dire. Cet expert en réseaux sociaux pilote Stop Hate Money dans le but de, je cite, assécher le financement de la haine en ligne et de responsabiliser les acteurs et les intermédiaires financiers qui facilitent la propagation des discours de haine en ligne. En gros, il censure les comptes Tipeee des youtubeurs qu'il n'aime pas, un flic numérique. Je précise qu'il est accompagné de l'Observatoire du conspirationnisme, dont on a vu que Rudi Reichstadt, l'expert théorie du complot, n'est qu'un diffuseur de fake news lui-même, donc la crédibilité de TMF tombe à l'eau. Dès qu'on critique la gestion du gouvernement sur le Covid, l'expert en réseaux sociaux voit de la haine, de l'antisémitisme et du négationnisme partout. Aucun argument. Je précise que TMF est le petit-fils de Pierre Mendès France, ancien président du Conseil. Dans le journal Libération du 18 juin 1999, on peut lire que l'Institut Pierre Mendès France a demandé à transférer les cendres de l'ancien président du Conseil au Panthéon. Cette demande a été réitérée en 2012. Or, au Panthéon, il demeure Voltaire, qui était antisémite. Alors pourquoi vouloir transférer les cendres de Pierre Mendès France, qui est juif, aux côtés d'un antisémite comme Voltaire ? En fait, pour certains, l'antisémitisme, c'est à géométrie variable. Parce que dans les archives israélites de France, on peut lire que, je cite, Voltaire, attaquant les Juifs et leurs livres saints, comme précurseurs des dogmes chrétiens qu'il avait surtout en vue. Il cherchait à ruiner les croyances bibliques et en même temps réclamait justice pour les droits de la conscience. Si Voltaire nous a été funeste, le voltairianisme nous a été éminemment utile. Nos croyances ont survécu à ces attaques. Mais le bien qu'il a fait, bien inestimable, en déracinant la tyrannie ecclésiastique, en ruinant les principes de l'Inquisition, en éteignant la flamme des bûchers. Voltaire était un chantre de la laïcité, la religion laïque. Ce texte des archives israélites est antichrétien et haineux, et disponible en ligne. Curieusement, pour Tristan, ce n'est pas du contenu haineux en ligne. Pour combattre le christianisme, un antisémite comme Voltaire, c'est pas gênant. C'est même un honneur d'être enterré à côté de lui. Ça en dit long sur le sentiment des Mendès France, sur les chrétiens, jusqu'à vouloir être enterré au Panthéon. Donc, Tristan, votre combat contre la haine commence d'abord au sein de votre famille. Tristan Mendès France, plus hypocrite que ça, tu meurs.